Alors oui, on voit moins bien aujourd'hui qu'avant. Ouais. En tout cas, il y a une myopisation de la population. C'est-à-dire que de loin, tu vois pas bien, de près, tu vois bien. C'est une belle métaphore contemporaine, on ne sait pas où on va. Enfin, c'est rare qu'on me dise je vois mieux quelque chose de beau. Au contraire, on me dit je vois mieux mes rides, je vois mieux mes cernes, C'est terrible. je vois Ah, mais mieux alors la finalement, poussière. vaut mieux rester, Je vois mieux la poussière chez moi. Je vois mieux les murs qu'en fait, ils n'étaient pas blancs, ils étaient jaunes. Ah, mais c'est là qu'il y a peut-être une cécité contemporaine. À vouloir toujours le mieux, on devient tellement exigeant qu'on n'est plus capable de se satisfaire. Le mieux est l'ennemi du bien. Ouais. C'est de Voltaire. vrai. Bonjour Égal. Bonjour Laura. Écoute, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Parle-moi philo. Je suis ravi d'être là. En plus, la philosophie, j'adore. C'est vrai, c'est une passion. Ah bah c'est ma passion depuis l'enfance. Du coup, ça tombe bien, j'avais envie de commencer par ça. Quand je t'ai proposé, spontanément, tu t'es dit quoi? La philo, ça m'a parlé de la terminale. Ouais, ça t'a renvoyé direct. Exactement. Ça m'a parlé des vidéos que je vois de toi et puis je te connais. Donc en fait, j'aime bien réfléchir autour de sujets. Après, le côté philosophique, le côté aller chercher plus de sens à ce qu'on va raconter, c'est peut-être un exercice que je ne fais pas spécialement parce que je vais peut-être pas aussi loin. Alors juste, est-ce que tu te souviens de sa note ou pas au bac? Au bac, j'avais eu 11. Ok, non mais il n'y a pas de traumatisme, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on doit dégoupiller un truc dès le départ ou... Je crois que j'avais eu 9 en français, mais j'écris super mal aussi, c'est un problème. Donc en fait, je suis aussi mal noté par mes écrits. T'as des phrases qui t'ont marqué en philo ou non, mais globalement, je sais pas, une prof qui t'a marqué ou... A priori, j'ai fait un bac scientifique, donc moi j'ai eu qu'une seule année de philosophie. Ouais. Donc en fait, j'ai qu'un seul prof. Et ce qui m'a marqué, je sais pas. Visiblement non, regarde, moi je sais. Visiblement non. Par contre, il y a une phrase que j'ai retenue de tous mes cours de philosophie, c'est l'homme est un animal métaphysique. Ah, donc, Schopenhauer. C'est Schopenhauer. Et donc qui veut dire? Et qui veut dire, je ne sais pas, Tu sais ou pas? ça me le dire. Alors, après, moi je peux trouver des sens, en tout cas des sens adaptés à la médecine. Mais après, en soi, je ne me rappelle pas du tout le contexte, le sens, je ne me rappelle pas du tout. Bah, ça veut dire, pour moi, c'est simplement, c'est un animal qui essaye de comprendre le monde. Okay. On va dire que tu vois vraiment, c'est métaphysique, capable de prendre de la hauteur, donc de philosopher. Okay. Et donc vraiment, c'est ça, c'est vraiment essayer d'avoir un regard, ou pour ne pas dire plusieurs regards, sur le monde. Tu me vois venir là ou pas? Je vois ça. tu vois le sujet qui arrive. Le sujet, on va parler des yeux tout le temps et avec des mots de jeu de mots. Ouais, avec des petits jeux de mots, il y a peut-être un truc, c'est ça. Mais écoute, non, bah, ravi de voir que tu n'as pas loupé. Non, écoute, j'avais envie de commencer peut-être par une question directement liée à ton métier. Alors déjà, peut-être de savoir pourquoi tu as choisi la vue, les yeux. Alors, je ne sais pas si j'ai choisi l'organe, j'ai plus choisi la spécialité que l'organe. Okay. C'était l'œil, mais j'ai choisi ophtalmo parce qu'en médecine, c'est une spécialité qui est un peu cotée. Il n'y a pas de garde, on peut avoir une vie de famille, tu travailles le temps que tu as envie, c'est rémunérateur, tu gagnes ta vie. C'est médico-chirurgical, donc en fait, moi j'aime bien la chirurgie, j'aime bien faire les actes. Ouais. Et en fait, en ophtalmo, c'est très branché, nouvelles technologies, on fait beaucoup d'images, on a beaucoup d'appareils. Donc ça, j'aimais bien. Et j'aime bien opérer, j'aime bien que ça aille vite, et j'aime bien le côté on-off de la chirurgie. Ça veut dire qu'en ophtalmologie, le patient il a un problème, tu l'opères, le lendemain il va bien. Les résultats sont très rapides, en tout cas pour les chirurgies que je fais, et donc du coup c'est pour ça que j'ai fait ophtalmo. Depuis que tu pratiques ce métier, je pense que tu as vu pas mal d'évolutions. J'avais envie de centrer un petit peu ma réflexion sur, comme si c'était un sujet du bac qui tombait, ok? T'imagines, là tu bûches, t'as 4 heures, on prendra moins de 4 heures, mais ce serait, le regard a-t-il de super pouvoirs? Toi, déjà, c'est un petit peu, on a l'impression d'un truc un peu héroïque, où ça peut être un peu stimulant. Ce qui m'apparaissait intéressant, c'est déjà de comprendre le regard qu'on porte sur la vue. Tu vois, je me disais, en préparant le podcast, aujourd'hui, on a beaucoup de moyens. Il y a peut-être aussi parfois une esthétisation qui rentre dans les demandes, on y reviendra. Et je pensais avec tendresse à tous ceux qui, à l'époque, n'avaient pas les outils techniques ou technologiques qu'on peut avoir pour faire face à la perte de vue, à la déficience. Alors déjà, le rapport à la vision, il est différent en fonction de si tu as un défaut de vision ou pas. Et aussi si tu as un gros défaut visuel ou pas. Parce que quelqu'un qui a un petit défaut de visuel, il voit et ça va aller. Quelqu'un qui a un défaut qui est modéré, il a la contrainte de la correction optique, des lentilles, des lunettes. Et celui qui a un gros défaut de vision, lui, il a la peur de devenir aveugle. Parce qu'il sait ce que c'est être aveugle. Parce que sans correction, quelqu'un qui a par exemple une myopie forte, il est aveugle. Parce que la cécité légale, c'est moins de 0,5 dixième. Mais globalement, si tu ne peux pas assez bien voir pour pouvoir te déplacer et je sais pas, demain tu te perds en forêt, tu n'as pas tes lunettes pour pouvoir te retrouver, et ben en fait, ça c'est un vrai stress et c'est un vrai sujet
pour les gens qui ont des gros défauts de vision. Mais d'ailleurs, je voyais, même au-delà des gens qui ont des gros soucis de vision, ça fait partie des grandes peurs qu'on a tous. Tu vois, la cécité fait vraiment partie des choses traumatiques. En tout cas, il y a une vraie angoisse. Ah bah, il y a une vraie angoisse sur la perte de la vision, c'est effectivement. Mais ça nous arrive tout le temps. Les gens qu'on opère, une des questions récurrentes, c'est est-ce que je peux devenir aveugle? T'en as déjà eu un ou pas? Qui est devenu Qui a eu un aveugle. problème? Heureusement, tu fais ta pub. personne n'est jamais devenu aveugle. Quand tu opères quelqu'un, tu peux avoir des complications. Donc en fait, oui, une chirurgie sans risque, ça n'existe pas. Donc moi, comme je perds des yeux, le risque, c'est de la perte de la vision. Mais tu peux perdre de la vision de façon partielle ou être gêné par un problème. Et de là à devenir aveugle, il y a quand même, c'est quand même très rare. C'est quand même un peu l'exception. Et d'ailleurs, ça m'interroge sur la perte d'essence. Bon, c'est un jeu qui vole Oui, pas haut, mais quand ça tu poses la question aux gens, tu préfères perdre l'audition ou perdre la vue, les gens ils te disent préfère l'audition. Oui, mais parce que... Et pourquoi? Déjà, côté indépendance, effectivement, ta vie elle est relativement normale si tu n'entends pas, ou si tu n'as pas de goût, ou si tu ne sens pas. Par contre, si tu ne vois pas, ta vie, c'est pas la même pour se déplacer, pour profiter. Et aussi parce que la vie, on va rentrer dans la philosophie, mais j'ai l'impression que la vue fait partie des choses les plus importantes parce que ça va te créer des souvenirs. Le fait de voir, ça te renvoie à énormément de choses et à de choses plaisantes. Tu parles de plaisir, ouais, je parle et de tu vois, en plaisir. philo, on parlerait de beauté, presque. Oui. C'est-à-dire que la beauté du monde, je pense qu'une des choses qui est, d'ailleurs, ce qui est très paradoxal, c'est-à-dire que parfois, on n'observe pas vraiment la beauté des choses. Voilà, surtout dans un monde comme le nôtre, peut-être dans les écrans, pas le temps. Mais si tu penses à une grande angoisse, ça celle d'être privé d'un truc finalement dont on jouit assez peu au quotidien, parce qu'on ne prend pas forcément le temps de regarder ce qu'il y a autour, de se perdre dans tout ça. Et tu vois, l'ambivalence aussi, c'est de se dire que parfois, quand tu ne vois plus ou quand tu vois moins, tu vois mieux. Ce qui peut être paradoxal, hein, mais c'est la contrainte, tu vois, d'imaginer, j'arrête. La vue, c'est pas la perception. Parfois, les autres sens sont décuplés quand on perd un. Je dis ça parce que, tu vois, dernièrement, j'ai fait une conférence et il y avait quelqu'un qui est aveugle et qui prend le vélo. Voilà. Et qui expliquait que quand il arrive avec des amis et qu'il est venu seul, en vélo, parce qu'on peut prendre le vélo en étant aveugle, que ça angoisse en fait les autres et que très souvent, ce sont les autres qui l'handicapent. Et est-ce qu'on voit moins bien aujourd'hui? Alors c'est une double question, elle est philosophique et elle concerne l'ophtalmo, c'est-à-dire littéralement, est-ce qu'on voit moins bien? Et philosophiquement, je pense qu'on voit moins bien. Alors oui, on voit moins bien aujourd'hui qu'avant. En tout cas, il y a une myopisation de la population de fait de nos habitudes de vie. Myope, c'est-à-dire que de loin, tu vois pas bien, de près, tu vois bien. De près, tu peux lire, tu peux apprendre des choses et de loin, tu vois pas très bien. C'est une belle métaphore contemporaine, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, mais on apprend des choses. Et en fait, on se myopise parce qu'on a des habitudes de vie qui sont plutôt sédentaires. Ouais. Et la sédentarité favoriserait la myopie. Globalement, le facteur de risque le plus important, c'est le fait de ne pas voir la lumière du jour. Donc en fait, c'est parce qu'on avait des activités qui sont plutôt à l'intérieur et plutôt sédentaires. On n'a pas fait on fait moins de sport, on va moins à l'extérieur et ça favoriserait les évolutions de la myopie. En plus du fait de beaucoup solliciter la vision de près, avec les écrans, avec les tablettes, avec les lectures. Alors c'est intéressant ce que tu dis sur la lumière du jour, j'en profite parce qu'à l'arrière, on a quand même l'impression qu'on est un peu emprisonné. Voilà. Et ça me renvoie... Alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Pas du tout, il y a un petit bar à côté. C'est vraiment, en plus ça s'appelle Café Paradis, donc c'est merveilleux. Voilà. Mais ça me renvoie quand même, philosophiquement, à un truc qui était superbe, c'était la caverne de Platon, où l'idée c'était de se dire que justement, on ne voit pas la lumière, nous, du jour, on est enfermé, et donc on est enchaîné, on croit que ce qu'on voit, c'est la réalité, or en fait, ce ne sont que des ombres. Donc en fait, on voit assez rarement le réel, il faudrait s'extraire, la métaphysique, prendre de la hauteur pour percevoir la lumière du soleil. Tu vois, il y a un peu cette idée que je trouve intéressante, c'est que la vue, c'est aussi une conquête, c'est aussi un état d'esprit, tu peux voir le monde sans le voir, et on le sait bien, tu as des gens qui certes, on l'a vu, mais n'ont pas la capacité d'observer les choses, de les regarder, d'aller à la rencontre d'eux. Et dans un monde en plus comme le nôtre, où peut-être que la vision se rapproche, il y a le rapport à l'écran, on travaille peut-être moins ce rapport à la distance, à l'ouverture, à la lumière. Il y a une personne sur deux qui va travailler devant un écran. En fait, le travail de bureau, c'est un écran. Donc en fait, et puis même moi, quand je suis en consultation, je regarde le patient, je parle un petit peu, mais j'écris sur un écran pour expliquer, pour écrire dans mon dossier ce que le patient a. Et moi, je suis complètement drogué à mon téléphone. Ah oui, tu es scotché, oui, bien sûr. Quand j'ai 2 minutes de libre, tout le monde a du mal à ne pas prendre son téléphone et à le sortir pour même se regarder l'heure, on ne regarde pas la montre, on regarde le téléphone. C'est la mobilité aujourd'hui de l'écran qui fait qu'on le regarde peut-être plus, avec toute l'ambivalence que ça comporte, c'est-à-dire que tu peux ouvrir ton portable et tu ouvres 20 000 fenêtres sur le monde potentiel. Bon, 20 000, il faut vraiment que tu ailles très très vite, mais tu en ouvres en tout cas beaucoup. C'est tout le paradoxe de gens qui font peut-être moins sortir pour aller explorer le monde, mais qui t'est donné à voir à travers le prisme d'un écran, avec la taille de cet écran, qui fait qu'en même temps tu vois plus de choses,
mais de manière beaucoup plus centrée et petite. Tu vois plus de choses que ce que l'algorithme te donne à voir. Il faut vraiment avoir une envie d'aller voir autre chose pour pouvoir avoir de la curiosité, s'ouvrir, etc. Aujourd'hui, par rapport aux gens qui viennent te voir, ce sont des gens qui ont la vue qui baisse, mais est-ce qu'il y a des demandes où ce n'est pas forcément lié à la vue qui baisse, mais à une exigence pour voir mieux ou différemment? Ma spécialité, c'est d'opérer les gens pour qu'ils aient plus de lunettes. Donc en fait, ils viennent me voir pour plus avoir de lunettes. Donc c'est pas parce qu'ils voient pas ou mal, c'est parce qu'ils ne veulent plus avoir la dépendance à la correction optique. Okay. Donc c'est cette demande-là. Alors elle a depuis longtemps, parce que la chirurgie réfractive, ça fait 30 ans qu'on en fait. Mais en tout cas, cette demande-là, elle est peut-être un peu plus importante qu'avant, parce qu'on a des activités qui font qu'on n'a pas envie d'avoir une contrainte, et puisque la chirurgie se démocratise un peu plus. Mais après, en termes de statistiques, a priori, c'est le même pourcentage de la population qui se fait opérer, donc finalement, ça ne bouge pas trop. Et après, dans les actes qui ne sont pas nécessaires par rapport à la vision, alors, c'est marginal encore, hein, mais ça fait du buzz sur les réseaux. Oui, c'est les cernes, c'est ça, retirer. C'est la kératopigmentation. Ouais, ok. C'est le changement de couleur des yeux. Ouais, d'accord. Voilà, pour avoir les mêmes que moi, c'est ça? Pour avoir les... Non, plus beau. Plus beau, je sais. Plus bleu, plus bleu. Non, mais voilà, ça c'est vraiment, c'est un peu marginal, mais ça cartonne sur les réseaux. Parce qu'il y a plein de gens qui ont eu le fantasme de changer la couleur des yeux. Donc tu vois des avant-après et ça marche? Alors, oui, ça marche. Est-ce que ça marche bien? Moyen. Enfin, c'est un tatouage de la cornée qu'on fait aujourd'hui. Donc en fait, ça reste quelque chose de pas très naturel. Alors là, excuse-moi, ça pose une grande question. Est-ce que c'est mieux voir ou mieux être vu? C'est cosmétique. Donc en fait, globalement, c'est un changement au niveau du corps pour pouvoir paraître plus beau. C'est comme toute l'esthétique. L'esthétique, c'est la même chose. Effectivement, tu parles des poches, tu parles des rides, tu parles des paupières. Alors, il y a les deux, parce que demain, tu as une chute de la paupière. Fonctionnellement, tu peux avoir une atteinte et ça peut te gêner. Et même si tu as une chute minime, tu peux aller forcer sur les paupières du dessus pour chercher ta paupière qui remonte un peu. Et donc ça c'est plus que de l'esthétique, c'est du fonctionnel. Mais tu peux avoir l'atteinte que esthétique. Quand tu as une poche en inférieur ou en supérieur, ou des cernes bleues, ou des rides, bah là, effectivement, c'est que esthétique. Alors là, du coup, à ce moment-là, ça veut dire que j'ai l'impression que tu ne corriges plus seulement la vue, mais la façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'une personne qui vient te voir avec une demande que tu trouverais pas insensée, parce qu'il ne faut pas être dans le jugement, mais en tout cas peut-être pour toi un petit peu extrême, là, tu n'es pas que dans la correction de la vue en tant que telle, c'est là que la philosophie rentre en jeu. C'est que tu viens corriger la façon dont la personne perçoit les choses, se voit potentiellement, ou tu vois, et c'est plutôt une question de regard porté sur soi. Et c'est là qu'on voit que d'ailleurs la médecine, de manière générale, touchant à la santé n'est qu'un concept relatif dans une époque donnée. Tu vas dans certains pays, la définition même de la santé n'est pas la même. L'IMC n'est pas le même dans des pays. La santé, c'est pas la même pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous un même accès. Oui, mais même on s'en fait pas forcément la même définition. Tu vois, quelqu'un va se dire par rapport aux moyens techniques qu'on a, je te donne un exemple, si vraiment ça se banalise le fait de changer la couleur des yeux, je pourrais m'estimer malade ou dans un état pathologique parce que j'ai pas la couleur souhaitée. Ce qui est intéressant, c'est de voir combien le concept même de santé, tu vois, bouge en fonction de la population et en fonction de ses attentes. C'est que esthétique, il n'y a pas de conséquences fonctionnelles. Ça veut dire que ton œil soit bleu, rouge, vert, il n'y a aucune différence en termes de perception. Voilà. Par contre, effectivement, un œil plus ou moins ouvert, ton champ visuel il va être plus ou moins grand et là, potentiellement, il peut y avoir une conséquence. Et le côté psychologique des choses, parce qu'effectivement, alors, sur la couleur des yeux, je pense qu'il n'y a personne qui va juger une autre personne parce que la couleur, elle est bleue ou elle est marron. On peut dire qu'il est plus ou moins beau parce que dans notre culture, on va dire que les gens qui ont les yeux clairs, ils sont plus beaux que les gens qui ont les yeux foncés. Merci. Mais rien. Je pense à moi, c'est parce que mes yeux sont très bleus, c'est pour ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'attends, ça peut devenir... là, on se dit, t'es toujours aux prémices. Quand on réagit, si on va dans 20 ans et qu'on voit ce qu'il en est, tu peux te dire très bien que pour se démarquer, quelqu'un pourrait se dire, tiens, je me fais les yeux rouges, ou inversement, je me les fais d'une autre couleur, et ça peut devenir vraiment quelque chose d'assez identitaire. Il y a un côté éthique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne va faire les yeux marrons, les yeux rouges et les yeux jaunes. Bah ouais, mais alors en tout cas, j'ose espérer. Ah mais oui, mais aujourd'hui, ici, tu sais très bien que dans d'autres pays, franchement, je travaille dans le domaine de l'éthique sur des sujets qui sont différents, la maternité ou autre, tu as plein d'autres pays où on ne se pose pas un quart des questions qu'on se pose, ou en tout cas, on n'est pas gêné par les mêmes choses. Donc on peut très bien imaginer, dès que c'est un business, et tu le sais très bien, dès que l'argent rentre en jeu, potentiellement, l'art des gens, donc des ophtalmos, peut se faire aussi au service tu vois, de différentes choses. En tant que médecin en France, on ne veut pas que... déjà, on n'a pas le droit que la médecine devienne un business. Et nous, surtout, alors on sait très bien que les gens gagnent de l'argent, mais on ne veut pas que le business soit au-dessus de la médecine. Parce qu'en fait, on veut pouvoir soigner les gens et pas avoir à se dire
bah, lui, il faut que je l'opère et lui, il faut que je le traite pour gagner plus d'argent. Voilà, même si tu as une réalité économique dans notre activité, si demain je vois plus que 20 personnes plutôt que 40, bah, je vais moins avoir d'argent à la fin, mais alors que j'ai des secrétaires, des machines à payer, des trucs comme ça. Donc c'est quand même un sujet. Mais il ne faut pas que ça soit le moteur. Et donc du coup, si demain l'argent c'est le moteur de la médecine, bah, j'espère que je ne serai plus là, quoi. Et toi, ton métier en tant que tel, avec les évolutions que tu as pu connaître, alors bon, tu n'es pas non plus très âgé, mais je pense que... Quelle est la plus grande évolution que tu vois depuis que tu as commencé? Tu devais mettre le doigt dessus pour ne pas dire l'œil. Dans l'œil, c'est ça. Moi, la révolution dans ma spécialité, en ophtalmologie, la révolution, ça a été avant que j'arrive. La révolution, c'est opérer une cataracte et mettre un implant dans un œil. C'était 20 ans avant que je commence. C'est les scanners. On a le scanner de la rétine qui est apparu, une rétine optique, qui a profondément changé la façon de prendre en charge les patients. Et on voit dans ma génération à moi, par rapport à la génération des personnes à qui j'étais installé, alors qu'ils commencent à partir à la retraite, moi j'ai l'imagerie hyper facile. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un examen, un bon examen chez quelqu'un qui a peut-être un problème sans imagerie, alors que les anciens, ils disaient qu'ils voyaient très bien en faisant un fond d'œil, par exemple. Que moi je ne me vois pas ne pas faire d'imagerie à des patients, parce que je vois beaucoup mieux, parce que je vois des choses qui sont au-delà de la limite de la vision, alors que les anciens, eh ben, eux, ils disent qu'ils n'ont pas de soucis par rapport à ça. Alors que, objectivement, on voit beaucoup mieux avec une imagerie qu'avec notre œil. On voit beaucoup de choses, plus en profondeur, et on voit des choses invisibles. Dans ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'aussi tu transformes le regard. Enfin, on est passé du soin, on pourrait dire vraiment de l'œil, à aujourd'hui la transformation du regard, avec une expérience en fait autour du regard. Tu vois, quand je parle par exemple des cernes, ou alors j'ai vu pas mal de choses pour ouvrir le regard, qui là pour le coup frôle aussi avec une esthétisation et le regard que porte la société sur les femmes ou sur les hommes d'ailleurs. En tant qu'ophtalmo, alors parce que je ne fais pas de chirurgie beaucoup esthétique, mais tu es moins concerné. Il est secondaire. Il est secondaire, alors même si j'opère des gens, la personne qui passe avec des verres, avec des bouteilles qui lui font un effet loupe et des gros yeux, a plus rien, bah, lui effectivement il va gagner en termes d'esthétisme. Mais il a quand même ce gros défaut qui peut être compensé par une chirurgie. Et j'ai déjà vu des gens qui passaient de grosses lunettes et je sais pas, je les voyais vraiment recroquevillés, prostrés, voilà c'est ça. Et une fois opérés, rayonnait, et j'ai vu des gens changer complètement. Donc transformer le regard peut avoir de super pouvoirs potentiellement. En tout cas, moi j'ai de super pouvoirs. Ouais, c'est ça. En termes de confiance en soi, c'est énorme pour des gens qui ont mal se sentir dans leur peau parce qu'ils ont un défaut. Voilà. Mais c'est pour ça que l'esthétique, c'est ça aussi, c'est aussi améliorer ce regard à soi-même pour se sentir mieux dans sa peau et améliorer le côté psychologique de la maladie en général. Moi, j'aime beaucoup Sartre, tu vois. Sartre parlait de l'enfer, c'est les autres. Et qu'est-ce qui est, justement, j'insiste, enfermant? C'est potentiellement le regard que les autres se font sur nous et qui nous condamne déjà un peu d'avance. Et effectivement, ça peut être handicapant d'avoir des lunettes comme ça, d'avoir certaines choses, de ne pas bien percevoir les choses. Et il avait cette phrase où il dit dans un ouvrage qui s'appelle Huis clos, « Tous ces regards qui me mangent, tu vois, pas besoin de grille. L'enfer, c'est les autres. » Et je trouve qu'elle est hyper poignante, cette phrase, parce que tu te rends compte que dans la vie, très souvent, ce qui te condamne, ce qui te handicape, c'est la façon dont les autres vont te percevoir. Donc en fait, très souvent d'ailleurs, il suffirait que le regard change pour que toi, tu te sentes mieux avec. C'est-à-dire qu'avoir des lunettes comme ça, si tout le monde avait des lunettes comme ça irait sûrement très très bien. C'est aussi une question d'époque, de monde dans lequel tu vis. Au-delà de ça, par rapport à soi-même, par rapport à ça, c'est que peut-être que certaines personnes, du fait de leur handicap, se mettent dans une espèce de situation qui fait qu'ils sont moins bien vus. Je rebondis sur une phrase que tu m'as dit que tu appréciais, c'est une phrase de Voltaire. Je ne sais pas si tu sais qu'elle était de Voltaire. Je ne savais pas que c'est de Voltaire. C'est vrai, elle est de Voltaire. Et c'est, du coup? Et c'est le mieux est l'ennemi du bien. Ouais, le mieux est l'ennemi du bien. Et je ne savais pas que c'était de Voltaire parce que moi, c'est une phrase qu'un de mes chefs, quand j'ai commencé à opérer, me disait. Ça veut dire que quand on opère, quand on fait de la chirurgie, en tout cas ophtalmo, il y a des moments où on peut continuer à opérer. On va dire, il reste des petites cellules là, je vais essayer de les manger. Là, l'implant, je trouve qu'il n'est pas dans le bon sens. Ou je vais ressortir, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, on continue la chirurgie. Mais des fois, on continue la chirurgie et hop, on pète quelque chose. Et on casse quelque chose qui potentiellement pourra des conséquences. Et des conséquences, genre même des fois un peu à vie. Donc il faut savoir s'arrêter. Et donc des fois, il faut savoir s'arrêter. Particulièrement dans ta chirurgie, dans ta spécialité? Moi, c'est ce que je connais, mais probablement en médecine, c'est le cas dans plein de choses. Et comment tu évalues ce moment, qui est le moment un peu limite? Quand je commence, alors moi, quand j'opère, quand je vois
que ce que je fais, ça commence à avoir des conséquences, pas des conséquences, des grosses conséquences, mais des petites choses qui sortent de la normalité, j'arrête et je dis bon bah ça suffit. Voilà. Mais des fois, la limite, je ne me la mets pas et puis je casse un petit truc, alors qui à ce moment-là n'a pas beaucoup de conséquences, heureusement. Mais du coup, c'est pour ça que des fois on se met des limites et on ne veut pas aller plus loin. Au même titre qu'on va opérer quelqu'un, son résultat il va manquer de perfection, même si on ne vend pas de la perfection. Oui. Le patient, c'est une discussion, il peut vouloir qu'on aille plus, et c'est à nous d'avoir le bon discours pour leur dire, bah, en fait, on peut peut-être aller chercher plus, mais on peut aussi dégrader. Il y a des conséquences. C'est là que la question de la responsabilité et de l'éthique, le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire de vouloir toujours être mieux ou de se parfaire, finalement, bah, ça devient aussi contre-productif, voire dommageable pour la personne elle-même. Il y a aussi des personnes qui vont venir nous voir et qui n'ont pas des gros défauts. Et donc ces patients-là, on va leur dire, c'est pas le bon moment. Ouais. Parce que si on a quelque chose qui est pas mal, la perception de l'amélioration, elle est relative, elle est en fonction des patients. Et donc si j'améliore un petit peu un patient, bah, il va se dire, bah, on m'a pas fait grand-chose. Donc derrière, il va être déçu, alors que moi, ce que j'ai fait, c'est ce qui est le meilleur. Ça se trouve que ce que j'ai fait, c'est bien pour toute la vie, mais pendant 1 an ou 2 ans, ça ne va pas lui apporter grand-chose. Et il ne va pas le ressentir ça. Donc ces patients-là, on leur dit, on ne vous opère pas. On ne vous opère pas encore. Okay. Ça marche pour la cataracte, ça marche pour la chirurgie réfractive. Donc tu crées une frustration, on va dire, ou une attente, un Exactement. désir. Alors un désir, c'est un grand mot parce que ça veut dire que je vais une envie, non, je rigole. Je vais planter une graine. Ouais. Oui, pourquoi ou pas. Tu le prépares aussi. Effectivement, tu le prépares. Et donc du coup, on dit non. Et dire non, c'est aussi important que de dire oui. Parce que quand tu nous as dit non, eh ben, le patient va être plus content plus tard si jamais on l'opère, nous ou quelqu'un d'autre. Après, tu touches aussi, là, tu vois, à la possibilité de voir les choses autrement. J'insiste un peu sur ça, mais quand on vient traiter quelque chose juste pour la vue, la possibilité de se voir essuyer un refus, par exemple, ou quelqu'un qui te dit, c'est-à-dire un professionnel qui met en doute, ou tu vois, moi, par exemple, je voulais me faire opérer à 2 reprises, on m'a dit que ma cornée était trop fine, etc. Et puis tu te dis, bah, tu peux peut-être toujours aller trouver, et je pense que si je cherche, peut-être que quelqu'un pourra prendre plus de risques que qu'un autre. Toujours trouver quelqu'un qui t'opérera. Dans tout, hein, ça veut dire que non, il y a toujours quelqu'un qui va y aller. Oui, mais alors ça veut dire que quelqu'un prendra peut-être plus de risques. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui va ou qui va pas ? Plus de risques aussi, parce que aussi, on est humain, et si tu es insistante dans ta demande, à un moment, je peux ne pas réussir à dire non. Donc du coup, il y a des patients, on a des cas qui sont un peu un border, le patient il est insistant, à un moment, on a du mal à dire un non franc, on va édulcorer pour faire en sorte que le patient comprenne qu'il ne faut pas y aller. Mais le patient, il veut aller quand même, et à un moment, on dit bon, bah, c'est bon, on y va. Et c'est dans ces moments-là où, comme on est border, souvent ça se passe très bien, mais il y a un pourcentage de cas où, en fait, là, ça va être moins bien. Et donc, derrière, il faut gérer des complications, il faut gérer un mécontentement du patient, alors qu'on avait dit, bon, c'était pas ce qu'on voulait vraiment. Ouais, mais là, ça touche aussi au fait que le patient, pardon, excuse-moi pour le jeu de mots, est moins patient, peut-être, dans notre société. Enfin, il y a aussi quelque chose. Le patient est moins patient, ou il a une exigence qui fait qu'il a besoin, ou il a envie d'aller plus loin. L'ophtalmo, c'est juste l'œil, c'est tout petit, tu pourrais croire que tout le monde fait tout, mais en fait, on est tous très spécialisés, on a des choses qu'on sait faire, de ce qu'on sait moins bien faire. Et moi, ce que je sais moins bien faire, je ne veux pas le faire parce que j'estime que l'expert, pour le coup, est meilleur que moi et j'envoie faire l'expert. Et dans les demandes patients que tu vas avoir, tu vois, je revenais un peu sur ça, c'est sur l'idée de certains qui viennent parce qu'ils ont des lunettes qui sont contraignantes. Alors ça peut être vraiment la question de l'autonomie, du handicap qu'on peut ressentir. Il y a cette idée du handicap ou à l'inverse, de ce qui peut devenir potentiellement une tendance. Ça c'est toujours assez relatif. Et même être bien vu. Tu vois, faisant de la philosophie, je porte souvent mes lunettes, ça me donne un certain crédit, donc il peut y avoir un peu cette image qu'on se donne, on va se parer finalement d'un instrument, d'un outil, et en l'occurrence d'une paire de lunettes. Et la question que je me posais, c'est est-ce que quand tu vas traiter quelqu'un, tu vas lui dire, voilà, ok, ça peut se soigner, se réparer, de savoir pourquoi la personne le fait. Est-ce que c'est vraiment pour gagner en autonomie ou est-ce que c'est de se dire, bon, là, Patrice, certes, vous avez une paire de lunettes qui peut être un peu handicapante. Si tu as un patient qui vient et tu sens que ce qui prédomine, c'est le regard des autres. Tu vois, vraiment, c'est de se dire, voilà, je te donne un exemple, l'angoisse qu'on peut avoir pour un enfant, par exemple. Tu vois, de se dire, voilà, porter une paire de lunettes dans la cour, ce qu'on va projeter. C'est là que philosophiquement, je trouve qu'il y a des choses aussi intéressantes sur le regard que les autres portent et sur le fait de corriger sa vue ou sa façon d'être vue. Alors, par exemple, l'exemple de l'enfant, ça nous arrive. Alors, quand il est petit, il a pas sa place dans la décision parce que souvent les parents prennent beaucoup de place. Après, quand il devient adolescent, là, il y a un peu plus de place. Et quand c'est les parents qui insistent sur le fait, sur la demande, moi, je recentre sur le patient, sur la personne qui est en face de moi, parce que
Parce que là, pour le coup, je sais pas, à partir de 10-12 ans, ils commencent ou même, je sais pas, 8 ans, c'est peut-être un peu jeune, mais voilà, 10-12 ans, ils commencent à avoir une certaine conscience d'eux-mêmes et ce qu'ils ont envie, et ils savent ce qu'ils ont envie. Et donc là, je leur pose la question. Parce que quand les parents disent je veux pas ci, je veux pas ça, et qu'ils parlent pour leur enfant, bah, moi, j'aime bien quand même recentrer sur l'enfant le problème, et je leur demande quel est leur souci. Parce qu'il y a des parents, par exemple, qui ne veulent pas que leurs enfants portent des lentilles. Mais si l'enfant, parce qu'en fait, ils ont peur. Ils ont peur que l'hygiène, voilà, qu'ils les mettent mal, qu'ils ne fassent pas attention. Et si l'enfant, pour le coup, lui, avoir des lentilles, des lunettes, c'est vraiment quelque chose de dur pour lui, bah, lui, il va faire l'effort pour être assez propre, pour bien faire attention avec ses lentilles, et il va vouloir les avoir, et il sera très heureux de les avoir. Et puis après, quand tu me poses la question de savoir est-ce que je demande aux gens pourquoi ils veulent se faire opérer? Oui, on leur demande tout le temps pourquoi ils veulent se faire opérer. Le fait de savoir pourquoi, ça me permet aussi de jauger l'exigence du patient. Parce qu'un patient trop exigeant, je ne peux pas l'aider. Parce qu'en fait, ça ne sera jamais bien. Et donc ça, c'est un des échecs de chirurgie réfractive, c'est une exigence trop importante. C'est-à-dire que s'il y a une décorrélation entre ce que je peux apporter et ce que le patient veut, et si je n'arrive pas à réduire ses attentes, je ne préfère ne pas l'opérer pour ne pas avoir un mauvais résultat. Parce que le résultat peut être bon de mon côté, mais de son côté à lui, il sera mauvais, il sera jugé comme mauvais. Il y a vraiment la question de la perception sur le soin, c'est-à-dire que tu corriges la vue, mais aussi parfois tu orientes sur la façon de voir les choses. Tu démocratises, c'est vrai que je ne l'ai pas souligné, je trouve que c'est hyper important qu'on en parle, c'est de donner à voir la façon dont vous travaillez. Et tu fais des vidéos, c'est presque un peu des tutos, mais c'est pas ça, mais où on va voir, on rentre avec toi dans le regard, dans l'œil, et on assiste à ça. Et je trouve que donc c'est un peu d'utilité publique, c'est de l'ordre de l'éducation, ce que tu fais aussi un peu, non? Oui, mais c'est éducatif, effectivement. Quand on vulgarise, parce que pour le coup, ça a quand même le mot, mais surtout en médecine, aujourd'hui, les gens, ils sont très demandeurs de participer à leur prise en charge. Et on n'a pas toujours les outils pour ça. Parce qu'on n'a pas toujours la compréhension et le bagage intellectuel, parce qu'on ne nous a pas appris en fait. Déjà, savoir comment un œil fonctionne, la plupart des gens, ils ne savent pas ce que c'est. L'anatomie de l'œil, il y a 3 structures, les gens ne connaissent pas. Donc le fait d'apprendre des petites choses, ça permet d'être un peu plus acteur de sa santé. Donc moi, je fais la vision, mais il y a d'autres spécialistes qui font plein de choses. Et comme ça, les patients peuvent être un peu plus acteurs de leurs soins et peuvent plus comprendre ce qu'on leur raconte. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la communication avec le patient, elle est hyper importante. Et aujourd'hui, il y a une espèce des fois de discussion avec le patient sur une prise en charge. Moi, souvent, j'aime bien laisser le choix au patient. Donc ce côté discussion, il est important pour moi. Ouais, mettre en commun, vraiment. On n'est pas, et d'ailleurs c'est là qu'il y a je pense que la médecine, de manière générale, a dû aussi s'adapter à une demande. C'est-à-dire qu'on n'est plus que dans l'information patient, on est dans la communication. Tu sais, informer, si je te mets un truc, tu t'assures pas de savoir si l'autre l'a réceptionné. Et beaucoup de gens confondent information et communication. C'est l'évolution de la médecine qu'on appelait paternaliste. Avant, le médecin, c'est le sachant, c'est le papa, il va te dire, il faut faire ça, tu fais ça, point. C'est vrai que maintenant, il y a d'autres choses où il peut y avoir une discussion, et là, ça a sa place. Moi, il y a plutôt c'est vrai qu'on parlait de paternalisme, une forme de relation aujourd'hui. Et alors la relation, ça vient de relatio, je ne sais pas si tu le sais en latin, qui signifie narrer. Et il ne peut pas y avoir de relation sans narration. Et je pense que dans ce que tu fais, tu rends les choses audibles et compréhensibles. Et ça permet finalement de se dire, tiens, je comprends l'histoire. Parce que la difficulté, avec le jargon philosophique d'ailleurs, clairement, de base, c'est terrible. En philo, parfois tu te dis, voilà, je comprends rien. C'est pareil en médecine. Quand tu me parles, je comprends rien. Ouais, non, mais ça peut être terrible. Et je pense qu'il y a aussi cette volonté de se dire, mais tu peux pas rentrer en relation avec les gens s'ils comprennent pas ce que tu leur racontes. Et donc, ça passe aussi par la narration. Et arriver chez quelqu'un qui a la sensibilité de se dire, est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? C'est là que je pense aussi que le médecin va devoir s'adapter dans un monde où la machine va pouvoir le dispenser de certaines choses et devoir peut-être être plus à la portée ou à la hauteur des patients. Améliorer son côté relation avec son patient, plus que le côté technique pure, parce que le côté technique pure, potentiellement, pourrait être expliqué par une machine, peut-être à la limite mieux que ce qu'on ferait. Et là, le patient, il met le curseur là où il a envie d'avoir la bonne information, ou le max d'informations. Donc effectivement, quand tu opères les gens et qui ont une correction optique ou des gens qui ne vont pas très bien et ils te disent « tu m'as changé la vie », donc ça, c'est vraiment un truc, c'est assez plaisant pour l'ophtalmo, pour le médecin, parce que c'est assez gratifiant. Alors moi, j'aimerais bien rester humble. Enfin, tu vois, l'humilité, je trouve ça important comme caractéristique. Donc quand les patients me disent « ah, je vois trop bien, merci docteur, c'est trop bien, voilà, c'était parfait », et ben ça moi, je suis un peu dérangé. Ouais. C'est un peu mal à l'aise.
Mais c'est parce que tu n'aimes pas la perfection, tu as compris ou pas? C'est toujours la même chose. Hein. Ah non, Tu ne veux pas atteindre le mieux. Il faut le juste milieu. Non, parce que j'aime bien, j'ai un côté un peu compétiteur, donc je suis content d'exceller. Et puis, j'adore bien faire les choses. Et puis, quand je cherche aussi le compliment, quand j'opère et j'ai une infirmière à côté, je suis content quand elle dit que c'est moi qui opère le mieux. Bah, on a le côté un peu égo, un chirurgien, il a de l'ego. Et c'est pour ça qu'aussi qu'il essaye de bien faire. C'est parce qu'en fait, sur ça, vous êtes tous égaux. Il adore, il adore dire que c'est le meilleur. Mais moi, j'aime pas dire que je suis le meilleur. J'aime bien quand on dit que je suis bon. Ah, ça, t'aimes bien. Ouais. Mais j'aime bien que je le savoir. Mais quand on me le dit, ça me met un peu mal à l'aise. Et quand le patient le dit docteur, mais changé la vie, bah, effectivement, ça me met un petit peu mal à l'aise. Et donc, oui, ça change un petit peu leur perception. Enfin, c'est rare qu'on me dise je vois mieux quelque chose de beau. Au contraire, on me dit je vois mieux mes rides, je vois mieux mes cernes. C'est terrible. Je vois mieux la poussière. Je vois mieux la poussière chez moi. Je vois mieux les murs qu'en fait, ils n'étaient pas blancs, ils étaient jaunes. Ah, mais c'est là qu'il y a peut-être une cécité contemporaine. Excuse-moi, il y a une exigence telle qu'on n'est même plus capable de percevoir les choses. Et que, enfin, tu vois, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est qu'à vouloir toujours le mieux, on devient tellement exigeant qu'on n'est plus capable de se complaire ou de se satisfaire. Peut-être que c'est aussi le fait qu'on s'habitue à quelque chose. Et c'est pour ça que quand Platon disait que c'est beaucoup plus confortable de vivre dans l'obscurité, de croire que ce qu'on voit c'est le réel, que de faire face à la lumière du soleil qui t'éblouit. Hein. C'est extrêmement violent de faire face à soi. Parfois, vaut mieux rester avec une difficulté visuelle, parce que quand tu t'arrives un matin et que tu vois vraiment ta tête, tu te dis finalement, il fallait peut-être mieux pas que je me fasse opérer. Quoi. Il y a peut-être un peu de ça. Est-ce que tu as de l'ego aussi par rapport à la machine, c'est-à-dire la question de la rivalité avec les collègues? Est-ce que par rapport à la machine, tu ressens ça? Rivalité ou non? Moi, je trouve que c'est plutôt une fatalité. C'est-à-dire que je vais accepter que la technologie, elle fasse mieux que ce qu'on fait. Il y a une notion d'adaptabilité. Globalement, il faut s'adapter. J'estime que si j'ai réussi à faire toutes ces études et à passer tous ces examens, tous ces concours, bah, je suis assez armé pour pouvoir m'adapter à ce qui va se passer plus tard. Et si je ne suis pas capable de m'adapter, bah, ça veut dire que je ne suis pas si utile que ça. Et donc, ce sera à moi de me réorienter. Alors ça nécessite du prescrit, ce que tu as appris, mais ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Il faut s'adapter, c'est pour ça qu'il faut philosopher. dès maintenant philosopher. Jouer l'esprit critique voilà. pour se tenir à la page. Non, effectivement, il faut avoir un esprit critique, il faut avoir une critique par rapport à ce qu'on fait et par rapport à ce que la machine fait. Mais aussi, il faut aussi continuer d'apprendre pour pouvoir utiliser ces outils pour ne pas être dépassé et pour être éventuellement pas le premier à être dépassé par ces nouvelles choses. Oui, c'est ça, c'est même concurrentiel. C'est-à-dire que tu vas avoir un temps d'avance sur les collègues, savoir maîtriser l'outil, ça va être fondamental. C'est ça. Et puis, ou sinon, tu peux aussi utiliser l'outil pour développer des choses qui peuvent améliorer notre quotidien. Par exemple, moi, avec l'IA, j'ai aidé à développer une IA conversationnelle avec les patients. Les gens qu'on opère dès aujourd'hui, en fait, ils ont accès à une IA qui discute avec eux. Donc, quand on opère quelqu'un, au lieu qu'il soit tout seul dans son coin, et au lieu de poser une question par un mail ou de l'appeler, en tout cas 2 heures du mat s'il a un stress, bah, il écrit à son IA, voilà, j'ai l'œil qui pique, j'ai eu vachement mal, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Et toi, l'IA t'écrit? Et l'IA m'écrit, et donc en fait, moi, à 2 heures de maths, je ne peux pas le lire, mais en tout cas, les conversations, j'y ai accès, et si jamais c'est vraiment très grave, bah là, du coup, je prends mon téléphone, j'appelle le patient, moi, mon assistante, et comme ça nous permet que le patient il soit encore mieux pris en charge grâce à des outils technologiques. Ça crée du lien, en fait. Ça crée du lien, une relation. Et ça crée aussi un service, et ça augmente la façon de prendre en charge les patients, et je trouve ça vraiment très bien. Et donc là, on le fait sur les chirurgies, mais rapidement, on sera sur des consultations toutes simples. C'est-à-dire que toi, tu as tes lunettes, je ne sais pas, tu dis, tu as oublié de demander, c'est quoi ma note de vision? Bah, tu as oublié de demander, tu ne sais pas. Bah, du coup, l'IA pourrait te répondre, parce qu'elle aura accès à ton dossier. Et puis moi, ça évite de te déranger directement. Oui, quoi, voilà. Surtout qu'en plus, moi, tu me demandes ta note de vision. Bah, si je t'ai tu pas sais dit. Tu as eu 15 patients. Oui, bref, il faut ouvrir le dossier, il faut aller dans le truc. L'IA, elle peut répondre directement. Est-ce qu'il y a une réflexion aujourd'hui, une question qui se pose un peu à toi ou qui s'impose à tes équipes, quelque chose vraiment qui te travaille un peu, où tu te dis, tiens, comment je vois? Alors, ça peut être sur l'évolution de ton métier, ça peut être vraiment quelque chose là, de très, très actuel. Une question, quelque chose qui t'interpelle sur ta façon de pratiquer ou... Aujourd'hui, comme tout le monde, je pense, hein, c'est l'évolution de la technologie qui nous pose des questions. Effectivement, aujourd'hui, on se demande est-ce qu'on est très utile et aussi quelle sera notre utilité future, quelle sera notre place dans une société où je pense que la décision médicale, on ne va plus complètement la voir. On va moins venir voir l'ophtalmo, quoi, c'est ça? Je ne sais pas si on va moins venir voir. Ça dépend en fait de comment on va traiter les défauts de vision. Aujourd'hui, on vient nous voir, la porte d'entrée, c'est le problème de vision, c'est le refait des lunettes. On vient chez l'ophtalmo parce qu'on veut refaire ses lunettes, et derrière, on trouve plus ou moins des maladies, on dépiste,
Ça, c'est la première porte d'entrée, c'est le défaut de vision. C'est pour ça que l'ophtalmo en France, c'est celui qui fait les lunettes, en tout cas qui fait la prescription, pour avoir ce côté dépistage. Demain, si on l'a plus parce qu'une machine nous remplace, ou un algorithme, déjà on aura moins de travail, on s'adaptera. Mais quel sera notre rôle? Et d'autant plus si demain, une partie de nos chirurgies sont faites par un robot aussi. Et donc la question, c'est quelle sera notre place et quelle sera la place de la médecine en France? Où on se pose la question, où on pensait que c'était dans très longtemps, finalement je ne pense pas que ce soit dans très longtemps. Moi, la vision, je ne me suis jamais dit que c'était dans longtemps, mais je me suis toujours dit qu'à un moment, on va la perdre. Que ce soit, là, actuellement, on la perd un petit peu parce que certains opticiens font de la vision, des orthoptistes font de la vision, et parce qu'aussi, on a formé beaucoup trop d'ophtalmos. Ça, c'est pas quelque chose de bien à dire, mais globalement, nous, on trouve qu'en tant qu'ophtalmo, il y a trop d'ophtalmos. Dans des grandes villes, il y a 0 délai, il n'y a plus de problème d'accès aux soins. Effectivement, il y a des endroits, il y a des villes où il y a un problème d'accès aux soins. Et encore, il y en a beaucoup moins, mais on a formé énormément d'ophtalmos. Et donc, mais du fait qu'on a formé beaucoup d'ophtalmos, c'est beaucoup plus concurrentiel. Mais vu qu'il y a plus de problèmes de vision, c'est ce que tu disais aussi, les gens ont de plus en plus de problèmes de vision, donc finalement, mais quand tu consultes, tu n'as pas besoin de consulter tous les 5 minutes. Donc, et aussi, on s'adapte à la demande, ça veut dire qu'on voit plus de patients que nos aînés. Donc tout ça fait que le travail pour l'ophtalmo, moi je parle pour ma spécialité à moi, est en diminution. Mais tu rajoutes de la technologie à ça, c'est sûr qu'il y a une grosse partie des choses qu'on fait qu'on ne fera plus. Mais ça veut dire que ça promeut de plus en plus la place de la philosophie. Et là, tu te dis, pourquoi elle me dit ça? Mais si, j'insiste. Dis-moi, tu sais pourquoi? Mais vraiment, je le pense profondément. On est dans un monde où, parce qu'il y a l'évolution technologique qu'on connaît, qui secoue quand même beaucoup de monde professionnel, beaucoup de secteurs. On est dans un monde où, de facto, il y aura de moins en moins d'experts. Tu vois, de moins en moins d'experts et de plus en plus d'apprentis. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir beaucoup d'experts? Parce qu'aujourd'hui, l'IA, elle est censée être, en tout cas, en termes de connaissances pures, tu demandes à ChatGPT, il connaît plus de choses que moi. On fait passer l'examen européen d'ophtalmologie à ChatGPT, on l'a fait passer il y a 2 ans déjà, il y a encore de ça il y a 2 ans. Il y a des humains. La note moyenne de l'humain, c'est 40% de bonnes réponses. La note de ChatGPT, c'est 80% de bonnes réponses. Avec des gens qui sont sélectionnés, il y a des gens qui sont très forts. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà, juste pour passer un examen, il est plus fort que nous. Ça, c'est sûr. Bon, alors après, 2 points, je rebondis sur ça. La première chose, c'est que la machine n'aura quand même pas l'empathie. L'empathie, je te la démontre si tu veux. Il y a aussi une étude sur des forums médicaux. On a fait répondre des professeurs de médecine et on a fait répondre ChatGPT. Et après, on a demandé aux patients à qui on a eu la réponse qui était le plus empathique. La machine. Effectivement, le côté physique, on va toujours l'avoir. Et puis l'humain, je pense, va aimer toujours avoir un humain en face de lui. C'est le cas parce que quand tu demandes à quelqu'un si tu préfères opérer par une machine ou par un humain, les 3 quarts des gens disent par un humain. Aujourd'hui, peut-être que plus tard, ça ne sera pas la même chose. Ça peut être, alors moi, je dirais l'humain et la machine. Voilà. Tu vois, clairement, je suis pour la collaboration. Moi, je opère avec une machine. Enfin, quand on fait du laser, c'est une machine qui opère. Enfin, nous, on tient la machine et il y a des choses qu'on fait mécaniquement parce qu'on a besoin de le faire, de toucher, mais il y a des choses qu'on contrôle et c'est la machine qui fait. C'est sûr qu'une découpe, la découpe, elle est mieux faite par une machine que par moi. Alors, quand je te disais sur la machine et l'empathie, c'est très vrai. Et Google avait aussi mené une expérience et en même temps, ça paraît assez logique. Quand des médecins sont peut-être sous l'eau ou ont perdu parfois la relation humaine et donc finalement deviennent eux machines, c'est-à-dire qu'ils sont en pilote automatique dans leur truc et combien des patients, tu vas avoir parfois des praticiens, tu dis oh je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Donc clairement une machine peut devenir beaucoup plus humaine dans la sensation, empathique, te poser des questions, c'est une sensation d'ailleurs, te donner la sensation d'être avec quelqu'un de plus humain. Donc ça pose déjà une première question, l'évolution du technologique va peut-être contraindre ou rappeler pas mal d'humains à rester humains. Premier point qui est plutôt assez bénéfique, tu vois, me semble-t-il. Et deuxième point qui m'apparaît vraiment fondamental, quand je te disais qu'il y aura en nombre moins d'experts, c'est-à-dire qu'imaginons, il y a beaucoup d'ophtalmos, qu'il y en a quand même de moins en moins. Même les ophtalmos qui vont rester seront de fait moins experts que ceux qui les ont précédés. Je t'explique pourquoi. Si la technologie est là, ça veut dire que le métier se réinvente, évolue aussi plus vite, et donc on va devoir réapprendre davantage. Ça veut dire que qu'est-ce qui est dans l'air du temps? L'apprenti sage, soit la sagesse de l'apprenti, et c'est là que la philosophie rentre en jeu. Je pense qu'il y aura de moins en moins d'experts et de plus en plus d'apprentis. Pour le dire avec plus de justesse, d'apprentis experts. C'est-à-dire que toi, pour demeurer l'expert de ton domaine, tu devras plus que jamais t'en rendre l'apprenti. Et être dans l'apprentissage si tu veux continuer à perdurer et ne pas y perdre dans la durée. Tu vois l'idée ou pas? On est d'accord? Non, mais tu arrives même à faire des rimes avec tes trucs, c'est ouf. J'adore les mots, tout le C'est temps. ouf. Okay. Et tu as fait une thèse en médecine ou pas? On fait tous une thèse pour être docteur. Ok, alors j'ai envie de terminer par une dernière question. Quel serait le titre de ta thèse si tu devais repartir sur une thèse aujourd'hui? Moi, j'ai ma thèse sur la sécheresse oculaire,
J'ai cru la sagesse oculaire, Non, j'étais là, pas c'est la contente. sécheresse oculaire. Aujourd'hui, je ferais plutôt une thèse sur la chirurgie réfractive. C'est ce que je fais le plus maintenant. Donc le fait d'opérer les gens pour qu'ils aient plus lunettes. Et si tu veux quelque chose de philosophique, c'est pourquoi opérer les patients au-delà du défaut de vision. Voilà, c'est un magnifique sujet. Voilà. Et ben on peut terminer sur ça. Mais comme on est en médecine, eh ben, la philosophie, c'est pas trop notre adage. Et donc on est plus sur des choses qui sont validées par des études et moins sur de la réflexion autour de sujets. C'est sûr, mais celui qui traitera cette copie-là gagnera un temps d'avance. Parce qu'on est quand même dans un monde où savoir se poser des questions et les bonnes questions, c'est quand même s'offrir le luxe d'avoir les bonnes réponses. Paulo Coelho, que j'adore, qui dit « Au moment où j'avais réussi à trouver toutes les réponses, toutes les questions ont changé ». Bon, bah écoute, merci beaucoup Igal. Merci Laura. Merci. Un plaisir de t'avoir vu.